volontiers. Volontiers. Pour la qualité de la... Bien, alors Daniel Petit, donc vous êtes professeur à la faculté des sciences de Limoges, biologiste et naturaliste, et on s'est tourné vers vous pour comprendre quel était cet objet particulier, qu'est l'herbier de Jacques-Joseph Juge de Saint-Martin. Pour nous, c'est à la fois une archive patrimoniale particulière, importante, puisqu'il y a deux registres qui comprennent un ensemble de feuillets sur lesquels figurent les plantes, en effet. Et pour revenir aux origines rapidement, c'est donc un herbier qui aujourd'hui appartient à Monsieur Philippe Delacroix, qui nous l'a gentiment prêté, mis à disposition depuis plus de 2 ans, puisque ça a été un travail un peu de longue haleine, et parallèlement à l'association Mémoire de Nieul et alentour, qui avait posé des travaux sur Jacques-Joseph Juge de Saint-Martin, dont on parle dans l'exposition. Donc voilà, on s'est tourné vers monsieur Daniel Petit pour savoir ce qu'il y avait, ce que nous racontait cet herbier, la période à laquelle il avait été produit et comment on pouvait l'intégrer dans l'histoire de la botanique en France, à Limoges, comprendre ce qu'il nous disait aussi du Limousin. Donc on vous laisse nous présenter les travaux menés avec vos étudiants. Merci. Merci Madame Sabi. Donc je tiens à remercier Madame Bourdois, oui absolument, pour nous accueillir ici cet après-midi. Monsieur Petit, pardon. Il faut le prendre à la main. Donc je disais que je voudrais remercier Madame Bourdois de nous accueillir cet après-midi pour cette session autour de Jacques Juge de Saint-Martin, et pour remercier Madame Sabi évidemment directement puisqu'elle est là. Donc un jour, c'était lors d'une exposition, elle est venue me prendre mystérieusement par la main pour nous dire on aurait besoin d'une expertise sur un herbier qui date de la Révolution. Là, j'étais extrêmement intéressé parce que il se trouve que pendant mes 28 années de présence à l'université, donc j'ai constitué une collection importante de plus de 15 000 animaux, 5 500 fossiles et des milliers de plantes. Et donc je me sentais assez légitime pour aborder ce sujet-là. Et j'ai trouvé utile de faire appel à 3 étudiants de licence de 3e année de biologie des organismes et populations de la faculté des sciences pour m'aider à travailler sur ce document. Donc je ne connaissais pas M. Jacques Juge de Saint-Martin, je ne connaissais que la chapelle Saint-Martin où il est enterré. Et donc on voit sur l'unique portrait dont j'ai connaissance, donc cet homme vêtu de sa robe de magistrat, et donc et par les écrits de François Alliot en particulier, donc on apprend qu'il est essentiellement un agriculteur et éleveur de plants. Donc, et il dit donc la Société d'agriculture, des sciences et des arts de Limoges a, par l'organe de son savant secrétaire, M. Andan, donc payé un juste tribut à la mémoire de celui de ses membres qui fut le plus distingué, le plus ardent et pour ainsi dire le moteur secret de tous ses travaux. Donc manifestement, Jacques Juge de Saint-Martin occupait une place très active dans cette société d'agriculture, des sciences et des arts. Alors donc, je ne referai pas l'historique de la vie de M. Jacques Juge de Saint-Martin. Donc, juste, je rappellerai qu'il a fréquenté Henri Louis Duhamel du Monceau, qui était botaniste et agronome, membre de l'Académie royale des sciences, donc il devait aller à Paris de manière fréquente. Il a expérimenté la culture des arbres de la région, comme il a été dit, et il occupe la position de professeur d'histoire naturelle à 55 ans, entre 1798 et 1803, dans ce qui deviendra l'école centrale de la Haute-Vienne. Donc il a fait des écrits, et ces écrits sont importants parce qu'on peut retrouver les formats numériques de ces travaux que j'ai pu trouver très facilement, soit à la
bibliothèque numérique de la bibliothèque de Limoges, soit à Gallica, donc la Bibliothèque de France, soit dans Google Books également. Donc on peut trouver ces ouvrages. Donc je rappellerai donc la description d'une métairie des environs de Limoges, le traité de la culture du chêne, se trouve intégralement sous forme de fichiers téléchargeables, la notice des arbres et arbustes, les méthodes pour engraisser les champs avec les bœufs, et aussi ce dont a parlé mon prédécesseur, les changements dans les mœurs à la ville de Limoges, et la théorie de la pensée. Il y a d'autres ouvrages que je n'ai pas réussi à retrouver sur Internet. Donc, outre ces travaux dont je viens de parler, donc il a fait un herbier qui a été hébergé pendant plusieurs années dans les locaux de l'association Mémoire de Nieul et Alentour, donc qui a été scanné grâce aux bons soins de Madame Saby et de ses collaborateurs, et qui est maintenant la propriété de Philippe Delacroix, avec qui j'ai correspondu. Donc la grande question était l'origine et l'utilité de cet herbier. Alors d'une manière historique, la connaissance des plantes, c'est une nécessité pour l'homme depuis la plus haute antiquité, comme source de nourriture et utilisation en médecine, cosmétique et parfumerie. Les premiers botanistes sont donc très très anciens, et les premiers dont on ait une trace écrite sont Théophraste, le grec, qui est mort en moins 322 à Athènes, qui était un élève d'Aristote, donc du lycée d'Athènes. Et on a dit qu'il était le fondateur de la botanique parce qu'il a écrit deux ouvrages, l'histoire des plantes et les causes des plantes, dont on a les transcriptions aujourd'hui. Donc, parmi les Romains, le plus connu est Pline l'Ancien, qui est mort en 79 au moment du Vésuve. Et lui a écrit l'histoire naturelle, et plusieurs livres ont été consacrés à la zoologie et à la botanique. Et en botanique, il décrit en particulier donc, toutes les variétés de vignes qui étaient connues à l'époque et cultivées en Italie. Alors, évidemment, on ne sait pas à quoi correspondent ces variétés, puisqu'il n'y a pas d'illustration ou de description précise en face. Et donc, c'est une difficulté quand il parle d'une espèce. On ne peut pas être sûr qu'il s'agit de l'espèce. Enfin, on n'est pas sûr de l'espèce. Pour être sûr de l'espèce, il faut avoir une illustration ou bien une illustration, une description très précise. Alors, néanmoins, donc, retenez qu'en 79, c'était la mort de Pline l'Ancien, et la première description avec des figures qu'il nous est resté, provient donc d'un grec qui s'appelait Apuleius de Madora. Son manuscrit s'appelait Herbarium Apulei Platonici. Donc ce Romain était qui est mort en 170, avait repris avait traduit en latin donc les premiers écrits qui étaient d'origine grecque. Et on a une copie d'un de ces manuscrits encore visible, donc qui date du VIe siècle et qui est entreposé donc en Hollande. Et j'ai été stupéfait de voir la qualité de ce manuscrit, puisque vous voyez des planches, ici à gauche la mandragore, qui peut nous paraître un peu naïf, puisqu'on voit les racines qui ont une forme anthropomorphique pour parler de ses propriétés médicinales. Mais on a des plantes qui sont parfaitement reconnaissables. L'arnoglosse, qu'il appelle Ardogloss et qui s'appelle toujours Arnogloss actuellement. La petite centaurée Centorium, il l'appelle Centorium, et c'est encore le nom actuel. Et de même pour le Nymphéa. C'est-à-dire que finalement, ces plantes dont on se doutait qu'ils pourraient correspondre aux plantes actuelles, on en a une preuve ici, puisqu'on a une illustration qui est tout à fait convaincante. Alors ces connaissances des Grecs reprises par les Romains donc, a été ensuite continuée dans leur tradition donc, par les Arabes. À témoin, donc, ce premier livre-là
dont j'ai trouvé la trace, qui est le livre des remèdes simples d'Al-Ghafiqi, donc qui vivait en Andalousie en 1165. Et on voit ici une copie, on n'a pas l'original de 1165, mais on a des copies du siècle qui a suivi, en 1265, et qui comprend 475 espèces médicinales qui sont illustrées en couleur. Donc ici, on voit très bien à gauche que c'est une renoncule, il n'y a aucun problème là-dessus, et à droite, une asperge. Et il décrit dans le texte arabe donc toutes les propriétés, comment il faut employer ces plantes en médecine. Et donc, ce sont les Arabes qui ont transmis le savoir des Grecs et des Romains. Et en Europe, disons en Europe non arabe, donc les premiers écrits en européen sont ceux de Philippe de Liguanine à Rome, qui réédite un ancien herbolaire en intercalant dans le texte 130 figures gravées sur bois. Je n'ai pas de trace de ce document-là, je ne sais pas s'il existe encore. En 1530, donc après la découverte de l'imprimerie, donc Othon de Brunfels, c'est le livre le plus ancien que j'ai trouvé, Herbarium vivae, icones ad naturae imitationem effigitae, renferme dans la première partie des gravures d'une grande exactitude de dessin. Alors, dans la figure du bas, on reconnaît très nettement un arôme, et Arum italicum. Et lui, donc, il donne un certain nombre de noms, dont arôme. Donc, le nom est bien conservé. Ensuite, en 1536, peu après, Léonard de Fuchs édite aussi un autre livre extrêmement bien illustré. Et là, je vous présente ici deux dessins de la menthe cultivée. Donc, dans cet ouvrage, il y avait 500 figures de plantes. Mais il faut quand même se rappeler que pour ces premiers ouvrages du début du VIe siècle, le prix d'achat était extrêmement onéreux. Et peu de personnes pouvaient acquérir ces livres d'une grande valeur. Alors, parallèlement à ces... Enfin, je pense que c'est une difficulté, le prix. L'avantage, c'est qu'il pouvait être diffusé en plus grand nombre par rapport aux manuscrits qu'il fallait recopier patiemment. Mais l'inconvénient, c'était le prix. Et peut-être qu'une des solutions, ça a été de faire des herbiers qui contiennent le nom des plantes et qui ont une illustration qui est immédiate, puisqu'il suffit de coller la plante sèche. Donc en 1544, à notre connaissance, c'est Luca Ghini, professeur de botanique à l'université de Bologne, qui a constitué le premier herbier, qui faisait 300 plantes, mais malheureusement qui n'a pas été conservé à notre connaissance. Mais l'aura, il avait une telle renommée, ce docteur de Bologne, que beaucoup de botanistes européens sont venus le voir pour apprendre de lui-même ses méthodes. Et pour ce qui nous concerne en France, c'est Jean Giraud donc, qui a étudié chez lui et en 1558 a réuni donc un herbier de 81 feuilles réunies en un volume présentant 310 plantes collées et cousues et étiquetées. Cet herbier est actuellement visible au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Ici, j'ai indiqué donc sur la partie gauche de la planche donc l'œillet d'Inde, donc un Tagetes, marqué Tagetes indica, donc l'œillet d'Inde. Donc 1558, l'œillet d'Inde venait d'Amérique, bien entendu. Donc c'est une plante qui venait d'arriver d'Amérique. Donc ces herbiers anciens, comme vous le voyez, ne possédaient pas d'indication sur la localité et la date de prélèvement. Le but était essentiellement de reconnaître les plantes grâce à des caractères morphologiques. On avait un herbier de référence et on comparait les plantes par rapport à notre herbier pour donner le nom. Actuellement, un herbier est très informatif puisque, en plus du nom latin de la plante, du nom vernaculaire, il y a la date et le lieu de récolte, une indication sur l'habitat, le nom du récolteur et le nom du déterminateur. Ça peut être le même. Donc, pour revenir à l'objectif qui m'a été donné par Madame Sabi, donc le but de notre travail était d'analyser l'ensemble des plantes contenues dans l'herbier,
et de voir dans quel contexte écologique ces plantes avaient été trouvées. Est-ce qu'ils étaient trouvés dans la région ou sur une aire plus vaste, et quelle était aussi la nomenclature utilisée, quel nom de plante il utilisait, puisque les noms de plantes ont changé au fur et à mesure des connaissances scientifiques. Alors, pour aller à cette découverte de l'herbier, donc c'est avec mes étudiants que nous avons fait ce travail. Donc, comme l'a dit Madame Sabi, donc il y a 2 volumes. Un volume arbre et arbrisseaux de 274 échantillons, 71 planches, et un volume 2, plantes tant cultivées que incultes, avec 269 échantillons et 71 planches. Alors, tous les spécimens étaient accompagnés d'une étiquette. Est-ce que cela veut dire pour autant qu'il n'y avait rien à faire, qu'il suffisait de recopier le contenu des étiquettes? Alors, comme vous allez voir, ce n'est pas le cas. Alors, dans certains cas, oui. Et si je prends l'estragon, Artemisia draconculus, c'est toujours le nom actuel, et c'est toujours l'estragon, donc aucun problème. Si par contre, je prends donc l'étiquette qui est en dessous, il y a marqué Cistus salviefolio, mais si vous voyez, regardez bien, le S de Cistus s'écrit comme un F, puisque à l'époque, il y avait un S sur 2 qui s'écrivait comme un F. Alors, vous voyez, Cistus, on a l'impression de voir Fistus, mais c'est Cistus. Salvier, c'est pas Falvier, c'est Salvier. Et folio, le F est vraiment un F. Donc, Cistus salviefolio, c'est le cyste à feuilles de sauge, tout simplement. Ensuite, dans l'étiquette suivante, Lepidium humile incanum. Il y a un problème parce que humile, c'est un nom latin qui veut dire humble, mais il y a un H. Et là, monsieur le juge de Saint-Martin a fait fi de ce H. Et en dessous, il y a marqué le nom français, la passerage, et le deuxième S est un F. Donc ça rend compliqué le déchiffrage. Là, dans le troisième exemple, c'est l'exemple extrême, l'étiquette est totalement illisible. Alors voici donc un exemple de planche. En haut à gauche, Rubus idaeus, le framboisier, c'est exact. En haut à droite, le fraisier Fragaria vesca, aucun problème. Ensuite, on a Rustifina, le sumac amarante, que lui appelle Cannabis mas, donc le chanvre mâle. Donc il s'est trompé, c'est pas du tout le chanvre. Les feuilles sont pas chez le chanvre, les feuilles n'ont pas du tout cette disposition. Et en bas à droite, il y a donc l'oseille épineuse, Emex spinosa, que lui appelle Spinacia critica, mais là, ce n'est pas une erreur, parce qu'à l'époque, c'était le nom donné par Tournefort, et il avait repris le nom donné par Tournefort. Donc il y a des changements qui correspondent à des erreurs, et des changements qui correspondent à la nomenclature de l'époque. Ce qui nous a fait poser question, c'est que donc on s'est dit quels étaient les flores, les documents qu'il avait lui-même pour donner un nom à ces espèces. Alors les livres les plus courus à l'époque étaient donc le livre de Gaspard Bohain, qui était un botaniste suisse, issu d'une famille française. Donc son livre principal, c'est le Pinax Theatri Botanici de 1623, donc écrit plus d'un siècle avant. Mais c'est un ouvrage qui a une incidence considérable. Donc il contient la synonymie de 6000 espèces, et l'herbier de M. Bohain avait 4000 spécimens. Donc un ouvrage qui faisait autorité. Ensuite, un ouvrage majeur, c'était les institutions, Institutiones Rei Herbariae, donc les institutions de Joseph Piton de Tournefort, donc qui était le botaniste, le grand botaniste au jardin du roi. Donc il avait plus de 9000 plantes dans son herbier. Donc il a beaucoup exploré dans la région méditerranéenne, autour de Paris bien entendu, mais il est allé jusqu'en Espagne, jusqu'en Grèce et en Turquie pour enrichir ses collections, ce qui en faisait la plus grande de l'époque certainement. Donc son ouvrage de 1700 et donc était vraiment très suivi. Alors ensuite, je résume bien sûr, je ne cite pas tout le monde, donc en 1753 vient paraître donc les Species Plantarum,
de Charles Linné, donc le botaniste suédois si connu, qui a introduit une révolution dans la botanique puisqu'il a changé la classification d'après il s'est basé sur la forme des organes reproducteurs. Son herbier faisait 4000 plantes et conservé extrêmement précieusement à Kew en Grande-Bretagne, près de Londres, et au bon soin donc de la société linnéenne de Londres. Alors, en quoi consistait cette révolution? La révolution a porté sur la nomenclature. Alors, j'ai pris un exemple du liseron à feuilles de mauve, qui s'appelle Convolvulus alteoides. Donc, Convolvulus alteoides, Convolvulus est marqué en majuscule, à gauche, il y a marqué alteoides, le nom d'espèce, et ensuite une petite description, Foliis, Palmatis, Cordatis, Sericeis, etc. Donc, à feuilles palmées, cordées, et Sericeis avec un duvet de poils. Mais pour être bien compris de ce contemporain, Linné a pris la précaution de marquer les synonymes utilisés par les botanistes qui étaient avant lui, c'est-à-dire Bohain en particulier et Tournefort. Et donc il a dit à quoi correspond la même espèce par rapport à celle de Bohain et celle de Tournefort. Alors celle de Tournefort, par exemple, c'est marqué ici, bêta, Convolvulus argenteus elegantissimus, foliis, tenui, etc. Donc, vous voyez, donc la description de Tournefort, il y a Convolvulus 1, Argenteus 2, etc. Donc, il y a 6 termes, 6 épithètes pour décrire l'espèce. Chez Bohain, c'est Convolvulus Argenteus folio alteae Bohain. Donc, 4 épithètes. Donc, ce qu'a fait l'apport de Linné, ça a été de réduire tous ces épithètes à 2 seulement. Le premier, c'est le nom de genre, ici Convolvulus, et un nom d'espèce, Alteoides, parce qu'il est à feuilles de mauve, et donc c'est plus compact. Il a compacté cette nomenclature et il a étendu à tout le règne végétal et également à tout le règne animal un peu plus tard. Donc ce qu'on appelle nomenclature linnéenne, c'est lorsqu'il y a le nom d'espèce est compacté en 2 noms seulement, ce qu'on appelle nomenclature binomiale ou encore binominale ou linnéenne. Alors, quand on regarde les noms qui sont donnés sur les étiquettes de l'herbier de Jacques, juge de Saint-Martin, donc on voit que les auteurs prélinéens représentent quand même 38% des noms utilisés. Ça veut dire que même s'il a fait son herbier en 1792, ou à peu près, je ne sais pas exactement, Linné c'était 1753, donc 40 ans après, il n'a pas utilisé entièrement la nouvelle nomenclature de Linné. Il était encore fidèle aux auteurs précédents. Ça veut dire que donc c'était même si Linné avait voulu introduire ça, ce n'était pas suivi par les botanistes systématiquement. Ce n'était pas suivi systématiquement par les botanistes. Alors l'herbier contient certains noms qui ont été définis par Jean-Baptiste de Lamarck et dont la première édition de la Flore de France date de 1779. Donc c'est pas très informatif puisqu'on comprend que son herbier date après 1779, mais on s'en doutait un peu vu ses activités qui nous a été présentées tout à l'heure. Donc Jean-Baptiste de Lamarck avait dans son herbier 19 000 spécimens et qui sont contenus dans le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et l'ancien directeur m'avait demandé d'expertiser deux espèces de plantes qu'il avait décrites pour voir si c'était bien ça, parce que j'étais spécialiste d'un groupe de chardon à l'époque. Alors actuellement, donc, la flore qui fait foi, c'est Flora gallica, donc, qui a été synthétisée par Jean-Marc Tison et Bruno de Foucault, mais aidé de 60 collaborateurs, publié en 2014. On a quand même, on aime bien quand même travailler avec la flore de France de Coste parce qu'elle date de 1937, c'est un peu ancien, mais toutes les plantes sont tellement bien dessinées que c'est un vrai plaisir. Alors actuellement, donc, si on veut avoir les noms corrects, donc il faut soit consulter la Flora gallica, soit aller sur telabotanica.org qui est tout à fait à jour quant à la nomenclature et la description des espèces. Alors bref, après avoir fait tout ce préambule, qu'est-ce qu'il y a dans l'herbier de Jacques-Joseph de Saint-Martin? Ici, j'ai fait une comparaison
entre le nombre d'espèces par famille dans l'herbier par rapport au nombre d'espèces par famille dans la flore de France. Et on voit en gros, alors ce qui est en orange, c'est dans l'herbier de Jacques Juge de Saint-Martin, et ce qui est en vert, c'est dans la flore de France. Donc j'ai regardé les proportions. Donc on voit en gros que c'est parallèle, donc c'est à peu près conforme à ce qu'il y a, mais il y a quelques discordances, en particulier les poacées en vert et les orchidées. Donc les poacées sont les graminées et les orchidées, donc sont extrêmement sous-représentés dans l'herbier de Jacques Juge de Saint-Martin. Alors peut-être qu'il n'est même pas les graminées, parce que c'est quand même une difficulté de déterminer les graminées, il faut dire ce que c'est, et ce qui est, il faut regarder au microscope les fleurs comme elles sont faites, c'est un peu pénible. Alors par contre, il y a des familles qui sont surreprésentées, comme les fabacées, ce qu'on appelait les légumineuses avant, donc qui comprend le petit pois, le haricot, etc. Mais aussi le genêt et beaucoup d'arbres. Les rosacées, qui sont évidemment représentés pour les fruitiers et pour les plantes ornementales. On a aussi comme surreprésenté les lamiacées, donc, ou anciennement les labiers, donc avec la lavande, le romarin, le thym, etc. Donc on voit que ce sont des plantes importantes pour la médicinale importante. Les brassicacées, qu'on appelait avant les crucifères, contiennent le chou et le colza, donc et c'est évidemment des plantes alimentaires, etc. Donc on voit qu'il y a certaines disparités qui correspondent à des plantes qui ont un intérêt particulier. Donc si on a affecté à chaque plante, chaque espèce de plante, des propriétés alimentaires, ornementales, médicinales, employées dans différentes qualités. Alors pour ce qui est des arbres et arbrisseaux, 70%, plus de 70% des arbres ont un intérêt alimentaire, par exemple le fruit. Un peu moins de 60% sont ornementales, à peu près 30% médicinales, pour les bénisteries 20%, les fourragères 5%. Vous allez me dire que le total de ces pourcentages dépasse allègrement les 100%, tout simplement parce qu'un arbre a souvent plusieurs qualités. Si je prends le poirier, donc il est alimentaire par ses fruits, mais le tronc est utilisé pour faire des meubles, donc pour les bénisteries. Alors donc quelques exemples, un arbre consommé pour ses fruits, le jujubier, le châtaignier qui n'est pas présenté dans le Limousin, qui a été utilisé pour les châtaignes, mais aussi pour le chauffage, bien entendu, les charpentes, le parquet, etc. Le gâtillier ou Vitex agnus castus, une lamiacée, donc c'est un arbuste ornemental, mellifère, mais il a des propriétés médicinales un peu particulières et qui affectent la production des hormones et qui tempèrent les ardeurs masculines. Et c'est pour ça qu'on en mettait des feuilles dans les sommiers des moines. Je ne sais pas à quel point c'était efficace. Autre arbre très important, le frêne excelsior. Excelsior, ça veut dire le meilleur. Et le meilleur pourquoi? Parce que il servait à la fabrication de cendres pour la lessive. L'écorce brûlée servait à la formation de cendres pour la lessive. Et servait de fourrage, et les feuilles servaient de fourrage d'été pour le bétail. Quand les herbes sont sèches, on donne des branches et c'est très nourrissant. Le frêne est très nourrissant pour le bétail. Donc le poirier ici, Pyrrhus communis, dont je viens de parler à l'instant. Alors parmi les plantes herbacées, j'ai aussi fait des statistiques sur les plantes qui sont dites médicinales, un peu plus de 50%, alimentaires, un peu moins de 50%, suivi des ornementales, 20%, et fourragères. Vous voyez un peu le nombre d'espèces fourragères. Je trouve ça bizarre que dans un pays où l'élevage est roi, soi-disant, il s'intéresse aussi peu aux plantes fourragères. Il était vraiment obsédé par la culture des arbres. La production animale, ça ne faisait pas du tout partie de ses centres d'intérêt. Donc, quelques plantes, entre autres, le cartame dont on mangeait les graines, et aussi les fleurs qui sont utilisées pour la teinture.
les racines pour le panicot de mer, les boutons floraux pour la pâquerette. Il y a des plantes ornementales comme le lys royal, l'artichaut, mais qui est aussi une plante médicinale, l'astère maritime, qui est une plante qui peut être fourragère, de même que la vesse commune, qui sert aussi comme engrais vert. Mais la plupart de ces plantes ont plusieurs usages. Alors ensuite, je voudrais parler de l'origine géographique des plantes. Est-ce qu'il a uniquement récolté autour de lui ou est-ce qu'il est allé herboriser dans des contrées lointaines? Alors, là, un peu plus de 50% des plantes sont dites paléarctiques. Paléarctique, ça veut dire de l'Europe moyenne, c'est-à-dire de Bordeaux jusqu'à Vladivostok. Ce sont des plantes qui sont ni montagnardes, ni ceci, ni cela. Donc, vraisemblablement, ces plantes-là ont pu être récoltées dans la région. Des plantes méditerranéennes, il a un peu plus de 20%, ce qui est plus que ce qui est attendu, parce que les plantes méditerranéennes en Limousin, on ne les trouve guère que vers Brive. Ici, elles n'y sont pas. Donc, il y a un intérêt particulier pour ces plantes d'origine méditerranéenne. Ensuite, on a des néarctiques, c'est-à-dire d'Amérique du Nord. Donc, il y en a quelques, enfin, d'origine d'Amérique du Nord, pardon. Des cosmopolites, assez peu, donc le reste, c'est assez peu. Alors, donc, comme plante méditerranéenne, il a mis la lavande stécade, Lavandula stecas, qui est une lamiacée, qui est une plante médicinale, mais qui est cultivée. C'est-à-dire, j'ai mis l'hypothèse quand même qu'elle provient d'un jardin cultivé et qu'il ne l'a pas prise sur place. Alors, par contre, l'armel, Peganum armala, qui a un goût épouvantable, mais qui est une plante médicinale, je pense qu'il a pris sur place, parce que c'est assez peu. Peut-être qu'à l'époque c'était cultivé, je ne sais pas. L'érable de Montpellier, caractéristique avec ses 3 folioles, donc Acermon speculanum, donc lui on le trouve à Chasteau, donc aux environs de Brive. Donc là, il n'a pas forcément été allé très loin pour le récolter. Mais comme il n'y a pas l'origine, on ne sait pas d'où ça vient. Alors, comme plante exotique, on a le raisin d'Amérique, Phytolacca americana, que l'on trouve facilement dans les friches à la faculté des sciences de Limoges. Donc, c'est une plante envahissante. Il n'a pas été aux États-Unis pour le récolter. L'œillet d'Inde, dont j'avais parlé dans le premier manuscrit, donc il l'a dans un jardin, c'est une plante de jardin, Tagetes spatula. La stramone commune, donc le datura, qui est une plante toxique qui vit dans des jardins, qui est une plante indésirable puisqu'elle est très toxique. Donc toutes ces plantes-là qui sont exotiques, en fait, vivent naturellement dans la région où elles sont cultivées. Donc en conclusion, l'herbier propose 542 spécimens, dont 442 utiles. C'est un herbier pratique, conçu pour être étudié et donc servir d'aide-mémoire. Cela se remarque via le fait que certaines familles soient plus exploitées que d'autres, car elles ont des propriétés utiles. Le public visé semble être des personnes voulant des connaissances en botanique et souhaitant utiliser ces dernières dans un contexte utilitaire. Étant professeur, cet herbier pouvait être destiné à ses élèves pour leur enseigner les bases de la botanique au travers des plantes médicinales et alimentaires. En effet, un herbier facilite l'apprentissage et la connaissance des espèces. Donc vraisemblablement, il a dû se servir de cet outil pour enseigner la botanique, et même il a peut-être encouragé ses élèves à faire eux-mêmes leur herbier pour consolider leurs connaissances. Alors évidemment, c'est un rôle d'archive qui permet de gagner du temps pour la détermination des espèces. C'est un atout précieux pour un enseignant. Mais on ne sait pas si, comme il n'y a pas d'écrit associé à cet herbier, on ne sait pas si les élèves qu'il a eus ont pu accéder à cet herbier ou non. On peut le penser. Alors, je voudrais, je vous remercie de votre attention. Avant de vous quitter, je rappelle qu'il y aura une exposition autour de l'herbier de Jacques Juge de Saint-Martin à la Faculté des Sciences, à la bibliothèque universitaire.
Et cette exposition commencera en février. Merci beaucoup pour cette présentation voilà, qui nous amène à découvrir l'herbier, à comprendre un petit peu comment il s'inscrit voilà, dans l'histoire de la botanique. Une visite à l'exposition vous permettra de voir, j'allais dire, tout ce qu'évoquent ces plantes. Ce qui est intéressant de voir également, c'est que Jacques-Joseph Juste de Saint-Martin, alors s'il n'a pas produit de notice concernant son herbier, il en a produit une qui s'appelle la notice des arbres et des arbustes, où on trouve quand même un certain nombre de choses, par exemple, où il décrit, enfin c'est une autre forme de description, je dirais, cette fois-ci c'est une description à la fois peut-être botanique, littéraire, pragmatique. Je voulais juste vous citer, par exemple, dans la notice des arbres et des arbustes, qui croissent naturellement ou qui peuvent être élevés en pleine terre dans le Limousin, il décrit l'abricotier. Donc, si l'on n'a pas l'herbier sous les yeux, grâce à la notice des arbres, c'était aussi une autre manière pour lui, par ses publications, que de diffuser cette connaissance. Et c'est vrai que c'est ce que l'on comprend avec cet objet qu'est l'herbier, c'est que voilà, cet homme dont on a vu les multiples facettes tout à l'heure, il voulait partager ses connaissances. Il voulait aussi inciter, j'allais dire, à mieux cultiver. Et là, je me tournais un peu aussi vers Monsieur Dolander qui a parlé tout à l'heure je dirais, de cette période révolutionnaire où je dirais, les paysans ont eu faim. Donc le fait que dans cet herbier, on voit qu'il s'est beaucoup intéressé aux plantes, je dirais, ayant une finalité alimentaire ou médicinale, c'était certainement un point important pour lui dans l'évolution des populations pour améliorer leur bien-être. Voilà, c'est ce que l'on retient aussi de ses écrits. Voilà. Ce qui nous a intéressé dans le travail que vous avez mené, c'est que, je dirais, sans ces clés que vous nous donnez aujourd'hui, on aurait eu du mal, par un simple, je vais dire, feuilletage de l'herbier, de comprendre voilà, tout ce qu'il nous raconte. Et voilà, cet apport de connaissances est précieux. Est-ce que, j'ai peut-être une question, c'est est-ce qu'on peut le resituer dans d'autres herbiers du Limousin à cette période ou Je ne sais pas exactement. Donc, ce dont j'ai la connaissance, c'est l'herbier Fréfournier, donc qui était un petit peu après, puisqu'il est plutôt napoléonien. Je ne sais pas s'il y a d'autres herbiers. Peut-être qu'il y en a, mais qui ne sont pas encore connus du monde. Il y en a peut-être dans un grenier, d'un grenier ou dans un autre, je ne sais pas. Ce que l'on voit, c'est que, je dirais, quand on voit l'herbier, on vous invitera à aller le voir, c'est que c'est un document qui a souffert du temps. Parce qu'il n'est pas, je dirais, il est ancien sans être trop ancien non plus, mais on voit que, je dirais, aujourd'hui, c'est un objet très, très fragile. Très. Le feuilletage des pages abîme la reliure. Donc, je dirais, la nécessité de la numérisation s'imposait absolument. Je dirais, aujourd'hui, c'est un document qui ne sera pratiquement plus consultable. Mais je dis ça parce que peut-être, je dirais, les spécialistes dans ce domaine pourraient nous dire, je dirais, quel papier a été utilisé, quelle colle a été utilisée aussi pour faire figurer les légendes des plantes. C'est-à-dire que comparativement à, par exemple, j'avais eu l'occasion de voir un herbier fait par enfin, commandé par un professeur de médecine de la faculté de Montpellier. Au XVIIe siècle, par exemple, j'avais été frappée par la qualité des plantes elles-mêmes et la manière dont elles figuraient également leur description. C'est vrai que dans cet herbier de Jacques-Joseph Juste de Saint-Martin, enfin, je fais très attention à ce que je peux dire puisque je ne suis pas du tout spécialiste en la matière, mais on en retient ce que vous nous aviez dit lors de la première présentation, c'est-à-dire que c'était vraiment un instrument pragmatique qui visait à faire connaître des plantes, les montrer, les nommer et de façon assez succincte. Oui, ce qui est étonnant surtout, c'est qu'il n'a pas respecté l'ordre des familles. On aurait pu penser, donc, faisant un herbier pratique, qu'il allait mettre toutes les rosacées ensemble,
toutes les poacées ensemble, etc., etc. Et pas du tout. Pas du tout. C'est un joyeux mélange qu'il y a, et même dans le volume des arbres, il y a beaucoup d'herbacées, et dans celui des herbacées, enfin des plantes utiles, il y a aussi des arbres dedans. Donc, c'est désordonné. C'est désordonné. Est-ce que vous voulez dire finalement que c'est un outil pédagogique beaucoup plus qu'un outil scientifique? Oui, parce que si c'était un outil scientifique, il aurait marqué plus de détails. Ou il y aurait une notice explicative. Alors peut-être qu'il y a eu une notice explicative qu'on a perdue. Mais c'est quelque chose qui paraît avoir été fait un petit peu au fil de l'eau, enfin, ou au fil des récoltes, j'allais dire. Hein, c'est pas... Mais à mon avis, c'est un outil pédagogique qu'il a fait. Quand il était professeur, il s'est dit, je veux avoir une base de description, enfin une base de référence. Donc je vais mettre toutes les plantes communes qui me semblent importantes, soit au point de vue alimentaire, médicinal ou autre, ou ornemental. Et il ne faut pas que je passe sous silence toutes ces plantes-là que je juge les plus importantes. Peut-être. Peut-être que cet herbier serait utile à rapprocher, peut-être, hein, c'est une suggestion, de l'inventaire qu'il avait fait au moment de son entrée, de sa prise de fonction à l'école centrale. Parce que c'est vrai que je me souviens qu'il élabore tout un tas de listes de plantes qu'il veut voir figurer dans son jardin, puisqu'il va planter dans sa pépinière pour servir à l'usage des élèves, hein, on va dire, de ses élèves. Alors, est-ce qu'il y aurait un lien avec ça? Peut-être que ça peut être intéressant à faire le rapprochement. Oui, alors je me suis posé la question, est-ce qu'on peut avoir accès aux livres dont j'ai parlé, qui sont pour moi une pure fiction, parce que je ne sais pas. J'ai demandé donc à son descendant Philippe Delacroix, avez-vous conservation de la bibliothèque de M. Jacques Juge de Saint-Martin? Il m'a dit non. Mais peut-être, comme m'a suggéré Mme Bourdois, peut-être que une partie des livres de botanique sont encore disponibles dans les archives du collège. Parce qu'il y a des archives du collège. Ce serait à voir. Vous allez nous inciter, je dirais, à partir à leur recherche pour peut-être avancer encore un petit peu sur l'herbier. C'est vrai qu'on ne l'abordera pas là, mais il y a, je dirais, toute une dimension aussi, également, je dirais, poétique, graphique, environnementale, que l'on perçoit à travers, je dirais, les planches de cet herbier. Et là, je dirais, on va plutôt laisser nos scénographes qui ont mené à bien la mise en scène de l'exposition vous en parler. Voilà, mais et pour dire que voilà que cet objet patrimonial, lui aussi, il a plusieurs dimensions. Et je dirais parallèlement à la dimension botanique que vous nous avez présentée avec talent, et nous vous en remercions.